Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et là, on est presque à la partie où j'ai fait un petit peu le plus dur, mais pour l'instant, il en reste plus que 2 de l'année 2007 à finir. Après, c'est terminé, je commence sur l'année 2008. Donc, sans trop vous tarder, je vais vous le montrer directement. Survivor Series 2007 avec Edge en cover avec la tronçonneuse qui transcende le ring. Et bien sûr, il y a les 3 rosters également. Et il y a la liste des matchs. Il n'y a que ça. Tout d'abord, ça c'est le reste du show. Un rôle 19 du 11 2007, c'est juste, on va dire, un sainement à Raw. Début de Save Us 222. Donc 222 si je peux dire. Même si on peut dire 222. Eh ben, si vous saviez, si vous saviez pas, c'est, on va dire, le retour de Y2J. Je me rappelle qu'il y avait un coureur qui avait un bâton de flamme à la main et qu'il se fait prendre un coup de la corde à linge et que après on reconnaît bien la pose de dos avec les bras bien tendus. Eh ben, il s'agissait de Chris Jericho. Donc il fait une promo face à Randy Orton en disant qu'il va sauver, on va dire, de ce tueur de légende et que il va lui arracher des mains le titre et que Randy Orton n'est pas satisfait du retour de Chris Jericho. Il lui dit qu'il lui vole son moment et qu'il n'a rien à faire d'être ici et que pourtant Jericho annonce déjà la couleur en disant que s'il peut, il peut rester et que Raw c'est Jericho. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un seul bonus. Voilà. Il n'y a pas de match qui ne figure pas sur la carte, car j'ai regardé sur Wikipédia. Le match qui commence la soirée, CM Punk contre John Morrison contre le Miz. Alors sympa pour débuter le show, mais vraiment sympa. Et que vu comment Morrison et le Miz sont partenaires, ils n'ont pas le droit de faire en gros équipe tout le long du match, parce qu'à un moment donné il faut se frapper sur la gueule, et que je sais bien que ils vont quand même se battre et faire un peu équipe, mais sinon le reste c'est que se battre. Et bien sûr c'était pour le titre ECW également, mais je pense que le Miz, vu comment il était encore à ses tout débuts de l'apprentissage du catch, même si ça fait pas longtemps qu'il débute, et que John Morrison il veut récupérer ce qui lui appartenait, donc le titre CW, et que CM Punk est là pour les battre tous les deux, tout en les conservant. Et que c'est CM Punk qui choisit comme victime le Miz à faire le tomber. Donc il fait le tomber sur le Miz et il remporte le match. Donc ce match-là, 3,5 pour commencer la soirée. Ensuite, match par équipe de Didiva, donc un traditionnel Survivor Series. Enfin, non, c'est pas un traditionnel. Sauf que quand on fait un tombé, eh ben, c'est l'équipe tout entière qui perd. Alors, je vais essayer de choper ça. Là. Alors, Mickey James avec Kelly Kelly, avec Maria, avec Michelle McCool et Tori Wilson contre Beth Phoenix, contre Gillian Hall, contre Layla, contre Melina, contre Maria. Non, contre Victoria, pas Maria. Donc l'équipe des Face contre l'équipe des Heels. J'ai remarqué un truc dans ce match. Tout d'abord, ben, Melina, eh ben, elle botche son entrée. Vous voyez, à chaque fois quand elle saute au niveau de la première corde pour mieux avoir de l'élan, pour faire un grand écart, pour mieux passer par en dessous de la première corde, si je peux me permettre, eh ben,
elle avait jobé, non, elle avait botché un petit temps, mais après, elle recommence. Mais cette fois-ci, elle va le faire correctement. Et concernant le match, il y avait un truc que j'avais remarqué avec Michelle McCool, mais que peut-être personne n'a remarqué. Vous voyez son soutif de combat? Eh ben, je me rappelle lorsqu'elle a fait un retournement de bras. Je pense pas que ça a été capté par les caméras, ou alors ils ont dû le censurer ce moment-là. Mais je l'avais remarqué, je me suis dit, quoi? Oh putain, c'est pas vrai. Ah, parce qu'il faut savoir que je suis ultra pudique et que j'aime pas trop, on va dire, regarder les corps dénudés des femmes ou même des mecs. Je... C'est mon avis personnel et je le dis sincèrement, je ne m'en cache pas de vous dire ça. Eh ben, on avait vu un bout de sein. Je vous jure, regardez Survivor Series de 2007, regardez tout le long du match, surveillez bien Michelle McCool, vous allez voir que je n'ai peut-être pas menti et que je me dis, s'ils ont censuré, eh ben alors ils ont vu ça passer, mais s'ils l'ont pas censuré, il y a une erreur. Et vous pouvez même voir sur Google, dans les images, hein, pas sur Wikipédia, mais vous pouvez voir ça. Et que je me rappelle bien, parce que je vais passer directement à la fin du match, je me rappelle bien que Mickie James, elle tire les cheveux de Melina avant de l'embrasser. Elle donnait un coup de pied circulaire arrière derrière la tête. Donc c'est Mickie James qui remporte le match pour son équipe. Donc équipe composée de Michelle McCool, Kelly Kelly, Maria et Tori Wilson. Voilà. Et que l'équipe des Hills, eh ben, ils perdent. Ensuite, match numéro 3. Ça, c'est pour le titre du monde par équipe. Lance Cade et Trevor Murdoch contre Cody Rhodes et Hardcore Holly. Donc, le match qu'on voit justement là. Vu comment Cody Rhodes il doit faire ses preuves en faisant équipe avec un vétéran à la personne de Hardcore Holly, qu'il considérait un peu comme un mentor, même si personnellement Hardcore Holly est un bully. Et oui, c'est vrai, Hardcore Holly était avant tout un bully dans les vestiaires, car il n'hésitait pas à harceler ou alors intimider ou faire tout ce qui lui plaît, que ce soit, on va dire, en même temps que JBL, parce que JBL c'est un des gros spécialistes, un temps Chris Benoit, peu importe. Bref, il y a des vétérans qui se comportent comme si c'était les rois en coulisses. Et qu'il y en a qu'on ne sait rien faire du tout. Et que je me rappelle le spot final, le spot final, Trevor Murdoch arrive à faire, il arrive à faire retourner comme une clap Cody Rhodes. Vous voyez qu'on peut faire un genre de... vous êtes en position du powerbomb, mais vous vous élancez et vous partez directement en tombée. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Merde. Le nom de la prise, il faudrait que j'apprends à les connaître, hein, parce que je sais bien qu'on sait apprendre les noms des prises, mais de les oublier, c'est autre chose. Donc c'est victoire de Lance Cade et Trevor Murdoch. Par contre, ce match-là des Divas, je sais pas si je l'ai noté. Attendez. Excusez-moi. Je sais pas si je l'ai noté, mais 3,20 pour celui-là. Et ce match-là également. Donc oui, ça fait, je crois, un 3,5, un 3,20, 2 3,20. Mais par contre, le match traditionnel des Survivor Series de 5 contre 4, parce que normalement, je crois que ça devait être Matt Hardy qui devait être dans l'équipe. Donc équipe composée de Triple H, Jeff Hardy, Kane et Rey Mysterio. Normalement, il devait en faire partie. Mais il a été agressé par MVP et Mr. Kennedy, je crois. Donc là, voilà, traditionnel.
Avec dommage qu'il n'y avait pas un match bonus, mais c'est pas grave, dans la vie on n'a pas toujours ce qu'on veut. Eh ben on pensait que ce serait une défaite assurée pour l'équipe de Triple H. Parce que je me rappelle, il y avait une promo en coulisses en disant que Kane lui reprochait à Triple H de se faire passer pour lui et d'avoir eu des rapports sexuels avec un mannequin. En fait, c'était par rapport au saignement de Katie Vick, que Monsieur McMahon a longtemps défendu, comme si c'était pour lui le saignement le plus génial au monde. C'est fait de l'or. Ouais, c'est une pépite, ça peut ramener de la moulaga. Sauf qu'en vérité, ça apportait que du dégoût. Et que Jeff Hardy revendiquait à Triple H qu'il se rappelle qu'il avait envoyé à l'hôpital. Mais au final, Triple H n'a jamais eu d'histoire en commun avec Rey Mysterio. Donc, à mon avis, c'est le seul qui ne s'est pas frotté à The Game. À part dans un Rumble, mais sinon, en 1 contre 1, on ne l'a jamais vu. Et que, qui sait, on ne le verra jamais. Et je passe directement au match. Je me rappelle, dans la team de Triple H, Rey Mysterio se fait éliminer, peut-être en première position, mais je crois qu'ils vont éliminer en premier dans la team Umaga, parce qu'il y avait l'équipe de Big Daddy V, Finlay, Mr. Kennedy, Mental Vanter, Vieux Porter, accompagné par un Matt Striker, je crois. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, exactement. Peut-être que c'est une défaite de Kennedy. Donc c'est lui qui se fait éliminer. Et après, ben, Rey Mysterio se fait éliminer par MVP. Jusqu'à ce qu'ils font venir Big Daddy V. Ou peut-être... Non, Finlay c'est après. Ils font venir Big Daddy V. Et je me rappelle que Big Daddy V n'aura pas non plus fait long feu. Parce que avec lui, on sait peu faire de choses avec lui. Et qu'il a voulu faire son big splash. Et que Jeff Hardy et Triple H, ben, ils se retirent. Et du coup, ben, je crois que c'est Triple H et Jeff Hardy qui font un double DDT. Et ça permet à Jeff Hardy de faire le tomber sur Big Daddy V. Donc ils éliminent Big Daddy V. Jusqu'à ce qu'il reste plus que... Je peux me tromper. Finlay et Umaga. Donc c'est Triple H qui s'occupe de Finlay avec un pedigree. Donc il élimine. Et après, il reste plus que Umaga. Et c'est là où je me rappelle que Triple H fait un pedigree, Jeff Hardy fait le changement, il fait son sweat on bomb et il bat Umaga. Donc il reste plus que 2 survivants et bien sûr c'est Triple H et Jeff Hardy, les 2 survivants. Donc c'est victoire de l'équipe de Triple H. Ce match-là, 3,40. 3,40. Car j'ai bien apprécié. Ensuite. Alors là, un match qui peut-être poser problème. Oui, il peut poser problème. Hornswoggle contre The Great Khali, accompagné par Raijin Singh. Alors tout d'abord, il y avait une promo avec Hornswoggle et Monsieur McMahon. En fait, si vous voulez, l'histoire entre Hornswoggle et Monsieur McMahon résume comme quoi Hornswoggle est peut-être le fils illégitime de Monsieur McMahon. Donc apparemment. Et que je crois qu'il essaie de l'éduquer comme si on cherchait à l'humilier, Hornswoggle. Drôle de façon d'éduquer ses enfants. Je plains Shane et Stephanie, comment ils étaient avant d'être connus à la WWE. Hein. Pas en tant que catcheur, mais en tant que personnalité du milieu, quoi. Mais bon, j'espère qu'il les a pas mené la vie dure à ce point-là, parce que quand on a des parents comme ça, il y a des chances qu'on peut avoir la vie dure. Et que quand je parlais au niveau des enfants, si jamais on demande à des enfants au sujet du sexe, bien sûr qu'ils vont apprendre plus tard, mais surtout, comme je disais, faut pas montrer à des enfants des choses comme ça.
c'est à eux-mêmes de savoir des choses. Et que je ne suis pas là pour insister à leur faire apprendre. Car ce serait totalement débile. Et ce serait encore plus manque de pudeur. J'ai pas forcément les explications. Et ben là, les idées perverses de Monsieur McMahon dit que chez les McMahon, on a la mentalité dure. On a aussi, je crois qu'il disait même, des testicules encore plus gros que le pont de Brooklyn, je crois, qui disait. Oh, donc, ils se prétendent avoir des plus gros pamplemousses. Apparemment, il doit en faire des kilos. Comme son penny d'ailleurs. J'ai pas dit pénis, j'ai dit penny. Donc oui, j'ai dit penny parce que si jamais je dis quelque chose, parce que c'est vrai qu'on dit bite, quelque chose comme quoi, couille, quelque chose comme ça. Eh ben, il y en a qui se font striker parce qu'ils ont dit des choses comme ça. Moi, encore eux, j'ai pas encore eu ça, mais j'essaie de faire un minimum attention. Donc c'est là où Monsieur McMahon encourage son soi-disant fils à battre Great Khali, alors qu'on sait bien que un petit homme contre un géant, t'as aucune chance. Et c'est pas crédible. Donc c'est pas un match où tu aimerais te découvrir, parce que s'il y en a qui sont pas fans de catch et qui tombent sur ça, ils vont se dire attends, c'est n'importe quoi, c'est quoi ce match? C'est de la merde! Ils sont capables de dire ça. Donc c'est pas intelligent de montrer ça à des fans de catch, enfin ceux qui ne sont pas fans de catch. Je préfère quand ça frappe, j'aime bien quand ils ont des prises à gogo, j'aime bien quand les matchs durent un peu plus longtemps et que ça transpire le beau match. Moi, il n'y a que ça que j'adore dans un match de catch. Et que là, ce match-là, c'est pas un match que je kifferais, en tout cas. Et que c'est là qu'on peut dire, le catch, c'est du chiquet. Ils sont capables de dire ça. Donc, oui, il y a un côté sport-spectacle, mais il y a aussi côté acting qui colle bien. Et qu'il y avait même Shaquille O'Neal qui était au premier rang. Un coup qu'il a vu que Hornswoggle n'avait aucune chance face au Great Khali, eh bien, il avait décidé de s'en mêler. Mais Monsieur McMahon l'en empêche en disant « Toi, tu bouges pas !» Comme si Hornswoggle doit faire ses preuves en battant un qui est plus fort que lui, qui est plus grand que lui. Bref, c'est n'importe quoi. Et que je me rappelle qu'il avait craché du green mist au visage du Great Khali. Mais que Great Khali, il fout une grosse baffe en plein centre du ring. Et c'est là où Finlay arrive, parce qu'il ne voulait pas voir le massacre de son soi-disant fils. Donc il arrive avec son Shidari, il matraque Great Khali, et du coup c'est victoire de Great Khali par disqualification. Alors ce match, il était vraiment nul à chier, honnêtement. Je vais vous dire, il était nul à chier. Je lui mets 1,90. Parce que c'est pas un match que j'adore voir, honnêtement. Et en tout cas, c'est le plus mauvais de la soirée. Hein. Et pourtant, c'est rare que j'en ai noté des matchs mauvais. Même chez les grands catcheurs, hein, je vous fais rappeler que même chez les grands catcheurs, il y en a que j'avais noté des matchs qui sont pas terribles. Et pourtant, il y en a qui valent largement le détour. Mais j'avais mis du temps à comprendre. Mais peut-être si je peux le modifier, ce serait bien. Mais après, on va me dire, il faut savoir quel chiffre que tu donnes. Donc voilà, j'en ai assez sur ce match qui vaut pas largement le détour. Ensuite, Randy Orton contre Shawn Michaels. Alors il y a une stipulation. Si Michaels avait utilisé son switch and music, il aurait été disqualifié. Si Orton avait été disqualifié, il aurait perdu le titre au profit de Michaels. Ça je me rappelle. Donc le switch and music est banni. Et si Orton s'il se fait disqualifier, eh ben, ce serait la même chose pour lui. Donc il n'a pas d'autre solution, Shawn Michaels.
et qui doit trouver un arsenal de prises dont il a le plus facile est le secret pour s'en sortir de ce traquenard causé par Orton. Même quand l'arbitre était KO, il avait glissé un switch de musique. De toute façon, l'arbitre, il est con, il est KO, il est dans les vapes, il ne saura rien voir. Et pareil pour Orton, s'il donne un coup bas à Michaels, eh bien, il ne verra rien. Et que après un peu plus loin, j'avance un peu plus loin, je me rappelle qu'à chaque fois, Michaels, il hésitait à en sortir un switch de musique, mais il s'empêche lui-même de sortir. Car il sait bien qu'il est pris au piège de cette stipulation. Et que Randy Orton, eh ben, il lui lâche un RKO assez sévère. Donc c'est victoire de Randy Orton. Et après le match, je me rappelle que Randy Orton, il met dans le coin Shawn Michaels en disant reconnais ma grandeur, dit que je suis le plus grand champion et le plus grand catcheur. Et c'est là où Shawn Michaels choisit de faire un switch de musique en disant que ce n'est pas le plus grand et que ce n'est pas un des meilleurs catcheurs selon lui. Donc ce match-là, 3,50. Voilà, je mets à 3,50. Et ensuite, on passe au main event. Le clou du spectacle. Hell in a Cell pour le championnat du monde poids lourd. Donc Batista contre l'Undertaker. Il est présent dans le coffret de Hell in a Cell. Donc ce match-là, j'ai pas besoin de le noter. Mais que je vais dire ce qu'il y a eu dans ce match. Tout d'abord, la cage descend, comme à son habitude. Et que les catcheurs font leur entrée. Et qu'un coup qu'ils se seront battus dans le ring comme à l'extérieur du ring, je me rappelle que l'Undertaker, il a pris une chaise, il va le mettre sous le cou de Batista, et du coup, l'Undertaker, il décide de lui faire exploser la trachée de Batista, donc il va cracher du sang suite qu'il a senti sa gorge se faire écraser contre une chaise plus l'escalier en acier. On va dire qu'il a utilisé une capsule pour rendre le match un peu plus dramatique. Mais après, ça peut arriver. Hein. Il suffit que vous avez la chaise sous le tendon de la gorge et que vous sentez ça craque. Là, oui. Là, c'est du sérieux et je ne vois pas pourquoi un catcheur comme ça pourrait continuer à combattre dans ces conditions-là alors qu'il a sûrement la gorge explosée. Un peu comme le match avec Rob Van Dam, Triple H, Shawn Michaels, Chris Jericho, Kane et Booker T lors de Elimination Chamber 2002. Elimination Chamber 2002, non, Survivor Series 2002 avec la stipulation du Elimination Chamber où Rob Van Dam avait fait son 5-star frog splash, mais son genou avait fait la connaissance avec la gorge de Triple H et que Triple H avait failli mourir suite à ce spot dangereux, mais qu'il a quand même réussi à terminer le match. Donc il a eu des sacrés courage pour terminer le match malgré une gorge presque à deux doigts d'exploser. Et que des gens comme ça, je les respecte. Et qu'après, l'Undertaker, il fait la connaissance de la face de Batista contre la cage. Et du coup, il va saigner encore plus du front, Batista. Un match sanglant qui est une boucherie. Une boucherie sans nom. Et qu'après, il y avait des chaises, escaliers, des tables. Et que c'est là où Batista, il fait un Batista bomb sur l'Undertaker. Et qu'après l'Undertaker, il va finir en sang, carrément. Mais malgré le sang, ça l'excitera encore plus. Et ça le permet de continuer encore le match. Je me rappelle qu'il faisait un Tombstone Piledriver, mais Batista se relève. Comme les Last Ride Powerbomb. Et qu'après, au niveau des escaliers en acier, il fait un nouveau Tombstone Piledriver. Et là, on se dit, ça y est, il va pas s'en relever. Et là, l'arbitre compte. Quelqu'un vient de pousser, et il s'agissait de Edge, qui était depuis le début dans la cage, en train de surveiller l'action.
Donc il s'était déguisé en caméraman. Et du coup, ben, il attaque l'Undertaker. Donc il a choisi l'Undertaker pour agresser. Avec justement le coup de caméra en pleine face. Et après, au niveau de l'escalier en acier, eh ben, je sais pas si c'est là où il fait un concerto. Ah, je sais pas, mais je pense que c'est ça. Il fait un concerto et il fait traîner le corps de Batista sur le corps de l'Undertaker. Et c'est Batista qui remporte le match. Donc ce match en description. Et ça annonce une guerre pour 2008 entre l'Undertaker et l'Undertaker et Edge. J'allais dire Batista, non, parce que ça va être terminé jusqu'à Armageddon. Après, ils vont recontinuer 2 ou 3 ans après. Non, 2 ans peut-être. Donc voilà, vous avez compris. Et qu'après, Edge, il fait un spear sur l'Undertaker. Et l'Undertaker, même s'il est dans un état de convulsion et qui fait son retournement des yeux absolument légendaire, qui fait froid dans le dos, l'air de dire je t'aurai mon petit. Donc voilà. En tout cas, j'ai déjà assez tout dit sur Survivor Series 2007. Donc oui, Survivor Series 2007. Ça implique le retour de Edge, vu comment son titre avait été mis vacant parce qu'il avait été blessé, et que là il décide de récupérer ce qui lui appartient. Donc tout d'abord, les matchs bonus sainement ensemble, je lui mettrai un 4,20. Voilà. Donc c'était tout pour cette review, j'espère que vous avez bien aimé. Et si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.